Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission. Au menu, un plateau 100% environnemental avec deux sujets d'actualité, à savoir la Journée nationale de l'arbre, dont la 38e édition a été marquée le 6 novembre dernier par une mobilisation générale à travers le pays et à Brazzaville. La cérémonie s'est évidemment déroulée sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Second sujet de notre émission, la 29e conférence des partis sur le climat, la COP 29, qui se tient depuis le 11 novembre courant à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de l'État congolais a pris part au segment de haut niveau avec de pertinentes initiatives. Nous y reviendrons bien évidemment avec nos invités. Il s'agit du professeur Jean-Joël Loumeto. Il est universitaire et scientifique. Deuxième invité, maître Brice Séverin Pongui. Il est avocat et juriste environnemental. Et enfin, monsieur Arsène Rigobert Ngelele Kwene Kintono. Il est entre autres président exécutif de l'ONG Action pour l'environnement et la solidarité internationale, AUCI en sigle. Merci en tout cas, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Premier sujet, la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 6 novembre 2024 sous le thème « Mobilisons-nous 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». Cette 38e édition a été pour le moins particulière. En effet, les Congolais de toutes les couches sociales et de toutes catégories se sont mobilisés pour planter chacun au moins un arbre le 6 novembre. Travailleurs du secteur public comme du secteur privé, membres des ONG, des confessions religieuses, adultes et surtout les jeunes ont rivalisé d'ardeur à travers les artères de nos villes, répondant ainsi à l'appel des autorités nationales sur instruction du président de la République, Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, la cérémonie de planting d'arbres a été placée, nous l'avions dit, sous le très haut patronage du président de la République lui-même, porteur de cette initiative depuis 40 ans. Après donc avoir accompli son acte civique, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, répondant à la presse, a une fois encore souligné l'importance de verdir les villes, mais aussi et surtout d'entretenir les plans mis en terre. Extrait. Il s'agissait cette année de planter des arbres le long de principales avenues, rues, et des communes et grandes villes du pays comme Pointe-Noire, Dolizine, Kayi, Brazzaville, les chefs-lieux de département, pour l'essentiel l'ensemble des communes. Je crois que le gouvernement a prévu de planter près de 2 millions d'arbres. À ce jour, d'après ce que le Premier ministre vient de me dire, je crois qu'on a pu avoir 200 000. 200 000 et l'effort va se poursuivre. Et c'est pour avoir des villes vertes. On dit que Brazzaville, c'est Brazza, la verte. Et toutes les villes du Congo devront être des villes vertes. Vous voyez, l'arbre, la forêt, dans sa mission d'absorption de gaz carbonique et de libération d'oxygène. C'est un cadre de vie. Non pas seulement agréable, mais un cadre de vie tout court. Et au moment où le débat sur les changements climatiques est à l'heure du jour, je crois que notre pays est à l'avant-garde de ce combat. Nous en parlions déjà il y a 40 ans. Lorsque nous avons institué la Journée nationale de l'arbre, nous y sommes. Et donc, cette année, nous avons décidé de verdir l'ensemble des villes de notre pays et pour le bien-être des populations.
Bon, il ne s'agit pas seulement de planter aujourd'hui. C'est comme un bébé. Les arbres, vous voyez, ils sont tout petits là. Il faut les entretenir. S'ils ne sont pas entretenus, ils meurent. C'est la partie la plus difficile. Chers invités, comment expliquez-vous que le président Denis Sassou Nguesso ait eu une telle idée au moment où la communauté internationale n'avait pas ce sujet comme priorité et alors que son pays, le Congo, soit par ailleurs un pays couvert en grande partie de forêts, professeur? Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'apporter le peu que nous savons sur les deux sujets que vous avez soulevés. Effectivement, on peut s'étonner. Congo, pays forestier, il y a 40 ans, initiative pour la Journée nationale de l'arbre. Je vais simplement rappeler que dans les années 80, nous n'étions pas dans la grande problématique environnementale, mais il y avait d'autres préoccupations. Des préoccupations de planting, des préoccupations de fournir du bois avec des essences exotiques à croissance rapide. Il y avait des projets de pouvoir alimenter une industrie papetière ou alors produire des poteaux d'électricité. Et dans cet élan, il était créé à Pointe-Noire une société qui était tournée foncièrement sur les arbres plantés qu'on appelait UAIC, donc l'unité de la forestation industrielle du Congo. Et c'était dans les eucalyptus que nous voyons un peu partout dans le pays. Oui. Il fallait donc des essences plantées et qui allaient croître très vite. L'eucalyptus, le pin, les acacias, mais les eucalyptus l'ont largement apporté. À côté de ça, il y a eu la recherche scientifique. Et le Congo s'était distingué par la mise au point de la technique du bouturage pour la multiplication de l'eucalyptus. Donc on était dans un environnement assez spécifique et puisqu'il fallait obtenir un grand massif réalisé avec des plantations clonales d'eucalyptus, il était donc intéressant et bon que chacun puisse s'investir dans le planting et le chef de l'État a montré l'exemple. Et on est arrivé en ce moment-là à mettre en place cette journée mémorable pour que chacun de nous apporte sa contribution dans le planting. Puis finalement, ça a évolué et ça coïncidait des années plus tard avec la problématique environnementale. On est parti de loin, mais c'était un peu comme précéder des événements futurs. Alors, M. Ngelele est un visionnaire, n'est-ce pas, le président de la République? Merci, madame la journaliste. Vous avez bien utilisé le mot visionnaire. La vision est intrinsèque. La chose existe deux fois, dans la pensée et dans l'action. Mais dès qu'il commençait, certains peut-être pensaient que mais c'était de l'aventure. C'est avec le fil du temps qu'on commence à se rendre compte, mais au fait, il avait raison. C'est ça la force de la vision. Donc, comme on dit, la vérité est têtue. Chacun de nous porte en lui quelque chose, un trésor. Donc lui, il a eu ce trésor vert. Mais quand il a annoncé, personne ne peut le croire. Le Congo n'a pas un problème de déforestation. Mais les gens se sont posé la question, mais on n'est pas dans le Sahel, où les gens pouvaient s'activer, comme au niveau de la Grande Muraille Verte. Mais comment il peut penser qu'on doit planter, ainsi de suite? Quand vous dites un visionnaire, oui. Moi, je dis visionnaire verte et bleu. Parce qu'il n'y a pas de version bleue. Tout à fait. Alors, Maître Pongui, vous êtes juriste environnemental. Comment qualifiez-vous cette idée qu'a eue le président de la République, si tôt d'ailleurs? Oui, c'est vrai que 1984, c'est 12 ans après la conférence de Stockholm, qui sonne l'acte de naissance du droit de l'environnement moderne. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas encore dans les esprits comme aujourd'hui avec les médias et ainsi de suite. Et je pense que c'était déjà regarder l'avenir, mais aussi affirmer ce qui est pour nous culturel. Vous savez que l'arbre chez nous est sacré et avec le phénomène d'urbanisation
Il fallait un moyen aussi pour remplacer ce qui a été détruit. Tout ça, nous y reviendrons tout à l'heure sur la question des villes vertes. Et je crois que cela présageait déjà cette vision écologique, mais aussi économique. Il ne faut pas dissocier l'environnement de l'économie. Et je pense que c'est un retour aujourd'hui, avec cette 38e édition, un retour à la source. Parce que l'arbre n'a pas qu'une valeur écologique, mais aussi une valeur économique. Ville verte, justement, nous y sommes déjà. Hein. Pensez-vous qu'avec l'urbanisation, Brazzaville n'est plus assez verte? Pourtant, nous voyons des arbres assez partout dans notre ville capitale. Et ça s'appelle Brazza la verte. N'est-ce pas, M. Ngelele? Mais bien sûr, madame. On avait perdu un peu ce côté. Mais non, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne peut pas commettre des erreurs. Nous pensons que le président, il s'est souvenu de cette appellation. Il dit qu'on doit verdir les villes. Donc c'est tout le Congo. C'est tout à fait normal. Et si on connaît la valeur de l'arbre, c'est vrai qu'il y a le côté économique, il y a le côté cosmétique, il y a beaucoup de choses que l'arbre nous apporte. C'est toute une entreprise. C'est toute une entreprise. C'est comme un enfant, d'où vous entendez le terme mortalité. Quand on plante, on voit l'arbre est en train de grandir, pousser, ainsi de suite. Tout est dans l'arbre. Ce que vous dites là, je l'affirme. Et ça doit être dans notre ancien. N'oublions pas que je ne vais pas trop prendre la casquette de juriste. C'est une loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, professeur, à l'occasion de chaque journée nationale de l'arbre, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie forestière, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, sans oublier le ministère de l'Environnement, fixe généralement un nombre d'arbres à planter. Pour la 38e édition, l'objectif a été de planter 2 millions d'arbres. Pensez-vous que l'objectif a été atteint? Je voudrais me permettre de revenir sur la question précédente relative à la notion de Brazzaville ville verte. Est-ce qu'on est satisfait de l'état actuel de la verdure de Brazzaville? Dans ma position de scientifique, je dirais non. Parce qu'il y a une régression forte. Il existait dans cette ville la forêt de la Tiémé. Où est-elle passée? La forêt de la Patte d'Oie, il reste aujourd'hui moins de 30% de sa superficie initiale. Nous avons des écoles où les enfants, quand ils vont, il y a le soleil, il n'y a pas d'arbres. Les avenues, on a commencé à planter, bon, mais ça peut s'améliorer. Les artères, on a des grands arbres qui sont là, mais laissez pas, on va dire, le colon, les anciens. Quel est leur avenir? On est en train de les perdre. Donc je pense que l'initiative de reverdir les villes est tout à fait bonne et louable. On devait aller dans ce sens. Dans cet élan, est-ce que l'édition 2024 a porté satisfaction? Dans notre position, il est difficile de faire le bilan. Ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a eu un engouement. Il y a eu une participation massive, avec une approche particulière, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pendant longtemps, c'était le ministère de l'économie forestière qui assurait le lead. À la limite, on allait même dire qu'il était seul. Mais cette fois-ci, il y a d'autres institutions qui sont venues à la rescousse et même passées devant. Sur ce plan, je crois que ça devrait aller. Maintenant, le nombre de plans mis en terre, il n'y a que les organisateurs qui peuvent nous renseigner, notamment le Programme national d'afforestation et de reboisement, de même que le Service national de reboisement. Mais vu de l'extérieur, le plus important, c'est l'engouement. Et je pense que chacun de nous devrait de plus en plus comprendre qu'il est nécessaire de planter. Monsieur Ngelele, vous êtes de la société civile. Vous avez été parmi ces entités qui ont été mobilisées pour la réussite de cette journée. Pensez-vous vraiment que cet objectif a été atteint, d'avoir 2 millions d'arbres à planter à l'occasion du 6 novembre? Pour l'affirmer, il faut voir ce qui a été mis. Et c'est le Service national de reboisement qui peut nous dire que nous avons mobilisé tant de millions d'arbres. Et voilà ce que nous avons mis sous terre, et ainsi de suite. Donc si dans le nombre, c'est ce qu'ils ont prévu. Mais je pense que ça ne devait pas s'arrêter seulement à 2 millions d'arbres, puisqu'il y a certains citoyens qui plantaient même au-delà de ce qu'on avait prévu. Dans le planning, 2 millions d'arbres, oui. Mais il y a des gens qui ont des réflexes écologiques. Ils attendent pas seulement, c'est sûr, c'est parti au-delà de 2 millions d'arbres.
le nombre fixé par le gouvernement, 2 millions, mais on n'a pas eu la maîtrise de tout ce qui s'est passé au niveau des départements du Congo. 2 millions, c'est quand même beaucoup. Non. C'est pas facile d'atteindre cet objectif peut-être en une journée, en un seul mois, quand même. Non, c'est la journée. Mais je pense qu'on ne doit pas seulement s'arrêter à la journée. Si on comprend réellement l'importance de l'arbre, excusez-moi, je sais qu'à l'époque, dans une parcelle, il y avait toujours un arbre. Nous devons reprendre ce réflexe écologique au quotidien. Pourquoi je plante l'arbre? Quel est le rôle que l'arbre va jouer? Il y a des arbres fruitiers, il y a des arbres non fruitiers, ainsi de suite. Donc je pense que je peux confirmer 2 millions. Mais les gens ont dû planter au-delà de 2 millions. Maître? Oui, absolument. Il revient aux organisateurs de nous dire combien d'arbres ont été plantés. Et la particularité de cette journée, c'est que le ministère en charge des collectivités locales a été mis en avant. Et cela en conformité avec la loi et le décret qui institue cette journée. Le décret d'application est clair en disant que ce sont les collectivités locales qui se mobilisent et le ministère en charge de l'agriculture et celui de l'économie forestière ne viennent qu'en appui technique. Et donc il revient à toutes ces structures-là qui ont participé de nous faire le point de ce qui a été planté en réalité. Maître, en cette journée du 6 novembre, planter au moins un arbre, est-ce que c'est une obligation citoyenne? Oui, c'est une obligation légale. La loi est claire, les termes sont impératifs. La loi dit clairement que tout citoyen devra, pas devrait, mais devra. Donc c'est une obligation légale. Mais malheureusement, dont le non-respect n'est pas assorti de sanctions pénales. Et le souhait serait quand même qu'il y ait quand même des blâmes, non? Pour que tout le monde difficile, soit mobilisé c'est ce le jour-là. suivi. Vous savez, il y a des obligations dont le suivi de la mise en œuvre n'est pas facile à faire. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus sensibiliser la population pour leur montrer l'intérêt de l'arbre. Pas un seul arbre. Parce que quand vous lisez les textes d'application de la loi de 84 et de 86 qui modifie la date de cette journée, il est clairement fait allusion aux concessions. Les citoyens qui ont les terres disponibles doivent aussi planter plus d'arbres, mais dans un élan économique. Cette vision est née aussi du fait qu'il fallait combler un besoin économique et un besoin en essence forestière à croissance rapide pour la fabrication du papier, mais aussi, le décret est clair, on parle aussi d'essence fruitière, des plantations, des vergers qui ont aussi des implications économiques. Et donc je crois qu'il faudrait amener, au lieu de privilégier la sanction, mais plutôt inciter les Congolais à s'impliquer dans les plantations forestières, dans les plantations agricoles, pour que cette loi ait un sens. Professeur, est-ce que la mobilisation seule suffit pour intérioriser cette obligation dans les esprits des Congolais? Il a été évoqué tout à l'heure la notion de sensibilisation. Je crois qu'il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser sur non seulement l'intérêt de planter des arbres, mais finalement à quoi sert un arbre. Et chacun de nous peut avoir un attachement vis-à-vis de l'arbre selon ce qui lui est tout à fait spécifique. Sensibiliser et ne pas se lasser, continuer à sensibiliser et en plus apprendre au commun mortel comment planter. Il ne suffit pas seulement de prendre un plan, on fait un petit trou, on met là-dedans, on est parti. Non. Il y a toute une technique, il y a toute une science qui existe, qui tourne autour de la sylviculture, par exemple. Comment tenir un plan, quelle est la taille du plan, à quel moment planter, une fois qu'on a mis en terre, quelles sont les opérations suivantes. On a entendu, je ne veux pas anticiper, mais souvent, quand on a mis en terre, on est parti. Donc, il y a un gros travail à faire sur le planting. Et donc là, intervient le rôle des services techniques, justement. Oui, tout à fait. Et les services techniques existent. Ces services techniques peuvent être consultés de manière permanente. Mais combien sommes-nous allons demander conseil auprès des services techniques? Chacun de nous s'érige, bon, en savant, mais il a la notion de la main verte. Il faut apprendre à faire et à bien faire. Donc déjà, la mobilisation, c'est important. Sensibiliser aussi, et puis après, accompagner dans le geste
du planting et du maintien du plan qui a été mis en terre. Alors, M. Ngelile, dans la réussite de cette journée, au centre, il y avait le gouvernement avec des entités techniques et il y avait une mobilisation de la population, dont vous, la société civile. Alors, quelle a été votre implication particulière? Les autorités ont pris contact avec certains leaders. Et personnellement, j'ai encouragé, j'ai accompagné. Nous remercions le ministre en charge de la décentralisation, qui n'est pas resté dans son fauteuil, le confort. Le ministre Désiré Mondélé. Juste Désiré Mondélé, on a échangé. Et le message est bien passé dans tous les départements. Ça, c'était une réussite. Mais à côté de la société civile, ne vous en faites pas, le secteur privé aussi a essayé de faire quelque chose. Je reviens sur la connaissance de la chose, l'importance et l'engouement. La sensibilisation est très, très importante. L'éducation, l'information et la communication. L'éducation, c'est une infrastructure de base. Nous devons toujours continuer. Ça ne doit pas rester seulement le 6. Non. Nous devons continuer. Des enfants, des jeunes, ainsi de suite. Des jeunes qui se sont fortement mobilisés cette année, en tout cas. Non, on a vu à travers les images. Donc, c'est vraiment un coup de chapeau pour le ministre et toute l'équipe, sans oublier les ministères de l'économie forestière, l'environnement, et ainsi de suite. Personnellement, je dis que c'était une réussite. Maître, vous partagez cet avis? Oui, en partie, mais je vais simplement compléter. Pour revenir sur cette question, je parlais tout à l'heure des sanctions qui sont inexistantes en ce qui concerne cette obligation légale. Et je disais qu'il faut plutôt privilégier les mesures incitatives. Ces mesures ne doivent pas se limiter à la seule journée du 6 novembre, où on voit cet engouement populaire. Ces jeunes, dans les réseaux sociaux, des challenges sur TikTok, ainsi de suite. Mais il faut montrer aux citoyens que derrière un arbre, il y a toute une économie. Et qu'il est temps pour nous de passer à une économie de la forestation et du reboisement. Une économie verte. Voilà, il y a des entreprises à créer, il y a des incitations fiscales pour l'État, pour que les citoyens comprennent qu'effectivement, au lieu de s'acheter un taxi, peut-être qu'il y a mieux à investir dans une plantation qui, dans 5 ans, dans 10 ans, pourrait produire des fruits. Donc, je pense qu'il y a plusieurs voies. Il y a la sensibilisation, mais il faut bien orienter le message. L'intérêt économique, l'intérêt écologique de l'arbre, je crois que c'est très important. Et avec cela, des mesures d'accompagnement. On ne plante pas n'importe comment, on ne s'engage pas n'importe comment dans un projet d'afforestation ou de reboisement. Il faut des techniciens à côté, il faut des économistes, il faut des comptables. Bref, il y a toute une batterie de mesures à mettre en place pour que tous les citoyens comprennent qu'en réalité, le président n'avait pas tort d'appeler tous les Congolais à planter au moins un arbre. Alors, professeur, comment avez-vous apprécié cette démarche du gouvernement qui n'a pas lésiné sur les moyens pour mobiliser à travers les préparatifs qui étaient quand même au rendez-vous? Quelle a été votre appréciation? Bon, l'appréciation, naturellement, ne peut être que bonne, puisqu'il est intéressant que l'on développe, dans le cadre du planting, des actions collectives. Et pour cela, il faut que chacun soit convaincu de l'action à mener, de son implication. Il doit pouvoir être touché là où il est et rendre responsable chacun de nous pour sensibiliser, pour amener tout le monde à pouvoir agir ce jour-là. Évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Après, c'est le reste. C'est le 6 novembre. Des actes ont été posés, c'est bien. Après, c'est l'avenir. Les moyens pour préparer la journée, c'est bien. Mais on peut aussi également imaginer des moyens pour accompagner la vie de ces plans. Tout à fait. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les prochaines éditions se passent encore mieux que celles de cette année? Il faut évaluer l'action qui a été menée. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Il y a des techniques assez simples. Je suis dans une parcelle. Vous avez évoqué 2 millions d'arbres, mais si dans ma parcelle, je ne plante que 20 arbres cette année,
Mais d'ici l'année prochaine, je vais être capable de dire sur les 20 que j'ai mis en terre, combien ont poussé. Et si ça n'a pas poussé, pourquoi? Donc la notion de taux de réussite, il faut qu'on soit régulièrement renseigné par la notion de taux de réussite. Et les zones qui ont été retenues pour le planting, que deviennent ces zones-là? Est-ce qu'elles sont toujours en état avec nos attitudes? Est-ce que ces zones n'ont pas fait l'objet de vandalisme? On en revient à l'accompagnement. Et j'ajoute notre comportement. Le plan, il est là, mis en terre, mais parfois, on ne fait pas attention. Quand ce n'est pas protégé, on marche là-dessus. Ou alors, on peut casser le petit bout. L'arbre qui est en train de croître, pour des raisons inavouées, on peut arriver, bon, il n'est plus dans le même état. Sans oublier les aléas climatiques. Le chef de l'État l'a dit, le plan, c'est un bébé. Il faut le nourrir. Il faut le nourrir régulièrement. Déjà, la première nutrition, c'est l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et quand on traverse une période où il fait chaud, il n'y a pas d'eau, le plan est en difficulté. Je pense qu'on devrait améliorer l'accompagnement, les soins apportés au plan mis en terre. Je reviens une fois de plus, il faut qu'on évalue quel est le taux de réussite de l'action menée, le planting qui a été fait, quel est le pourcentage et pourquoi, pour pouvoir apporter le correctif nécessaire afin de mieux se préparer l'année suivante et probablement adopter une stratégie plus efficace. Monsieur Nguele, le chef de l'État l'a dit, l'a souligné, a martelé là-dessus pendant un long moment. Il ne s'agit pas seulement de planter, mais aussi d'entretenir. Alors, selon vous, comment faire pour vraiment entretenir au-delà de ce que vient évoquer le professeur? Oui, entretien, c'est ce mot-là qui revient tout le temps. Mais je voulais dire quelque chose. Sur le nombre, n'oublions pas que si on fixe 2 millions, ils peuvent avoir des mortalités. C'est à cause de ça qu'il faut évaluer. Est-ce que les 2 millions sont restés debout jusqu'à la fin? Et qu'est-ce qu'il a fait? L'entretien, c'est ça le mot phare, l'entretien. Comment entretenir le bébé? Tout ça, c'est dans le réflexe, que moi j'appelle le réflexe écologique au quotidien. L'entretien, c'est tout à fait normal. L'être humain s'entretient. À plus forte raison l'arbre, si on connaît la valeur. Donc l'entretien. Et il n'y a pas de plantes sans eau. Pas de plantes sans eau. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été lancées. Je peux prendre l'exemple à notre niveau. Nous avons eu les 3 volontaires pour le reboisement. Un homme, une femme, un enfant. Et qui est accompagné par le PNU, la FAO, ainsi que les autres parties prenantes. Donc, une idée doit toujours être accompagnée par ceux qui comprennent l'importance de la chose. Et nous devons continuer à sensibiliser. L'entretien, c'est une obligation. Si on n'entretient pas, on peut imaginer le dégât qu'il peut y avoir après. Tout à fait. Alors, entretien, oui, une obligation, mais une obligation donnée à qui? Puisqu'il s'agit pour la plupart des plans qui sont mis en terre sur les espaces publics. Quand c'est dans les parcelles, on connaît la responsabilité des propriétaires, mais au niveau des espaces publics, à qui revient ce rôle d'entretenir, maître? Nous sommes dans un contexte de décentralisation. Et je pense que dès 1984, les autorités avaient bien fait de mettre les collectivités locales au centre de cette journée. Et elles sont comptables. Mais si elles n'ont pas les moyens de leur politique, il sera difficile pour elles de faire ce suivi. Parce que le décret d'application est clair. Pour tous les arbres plantés dans les concessions privées, c'est le propriétaire qui est responsable de leur entretien, ainsi de suite. Mais pour les autres arbres, ce sont les collectivités locales. Ce n'est même pas le ministère de l'économie forestière, ni de l'agriculture. Ce sont les collectivités locales. Mais quand vous regardez la configuration de nos mairies aujourd'hui, nous avons les services de l'urbanisme, nous avons les services du cadastre, mais on n'a pas les services de l'environnement ou les services de l'économie forestière. Je crois qu'il est temps, peut-être, de revoir la configuration de nos mairies, de nos communautés locales, afin qu'elles soient mieux accompagnées pour assumer cette fonction délicate d'entretien de ces plans. Professeur, un petit mot sur ce point? Oui, j'ai évoqué tout à l'heure le besoin d'accompagnement, les moyens nécessaires. Souvent, quand on regarde,
nous avons déjà entendu, on veut faire, mais il n'y a pas de moyens. Donc, il est important de pouvoir le réaliser. Et les arbres qui ont été mis dans les espaces publics, on ne peut pas imaginer que ces arbres soient orphelins. Ils ne peuvent pas être orphelins. Ils appartiennent à une entité. Les collectivités locales doivent prendre les dispositions nécessaires pour la survie et l'entretien de ces plants. Une fois abandonnés, bien sûr, il n'y a aucun avenir rassuré pour ces plants-là. Donc les collectivités locales doivent être mises au devant de la scène, sans oublier le secteur privé quand c'est des initiatives individuelles ou appartenant à quelques collectivités spécifiques. Il faut vraiment pouvoir s'engager dans ce sens-là. Ne pas les laisser, mais une meilleure organisation que ce que nous vivons aujourd'hui. Exactement. Je pense que tout est presque dit sur cette première partie de notre émission. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Tout à fait. J'aime bien travailler sur les bonnes pratiques. On prend l'exemple au niveau du Rwanda. Quand vous coupez un arbre sans l'autorisation, il y a la police environnementale. Il y a des gens qui veillent. Donc, quand vous coupez, vous détruisez, il y a quelque chose comme des sanctions qui vous accompagnent. Ça, c'est des bonnes pratiques. Les textes, oui, il faut accompagner. Nous prenons des décisions et autres, oui, mais il y a des polices qui peuvent exister. Les mesures mais le premier policier, c'est celui qui est là, qui est devant l'arbre, qui essaie de voir. On a vu, par exemple, lorsque s'est déplacé, quelqu'un qui jette quelque chose dans la rue, on dit non, non, non. Quelqu'un rappelle. Donc ça doit rentrer dans la conscience de tous les citoyens. Tout le monde doit faire attention parce qu'on comprend l'importance. Et comme on dit, l'homme rejette le gaz carbonique, mais l'arbre nous donne gratuitement l'oxygène. On ne paye rien comme nous payons des crédits. Le côté sensibilisation doit être renforcé. Et quand je le dis... Et aussi le côté sanction, évidemment. Justement, ça doit être accompagné. Mais petit à petit, il ne faut pas brutaliser les populations. Le comportement d'une personne ressemble à l'hélice du ventilateur. Vous branchez, ça tourne, mais dès que vous branchez, ça ne s'arrête pas. Et sans oublier le quatrième pouvoir, la communication. Je pense que nous jouons notre rôle. Si. Nous savons ce que vous faites. Il y a des émissions, mais s'il vous plaît, accompagnez ce que le président a dit. Mais c'est à travers les médias qu'on a vu. Donc vous êtes là toujours. Et vous serez toujours là. Voilà ce que j'avais dit, madame. Merci. Maître, vous voudrez ajouter également quelque chose? Je pense que ce serait la conclusion pour cette première partie. Oui, effectivement, même si la loi n'a pas sorti l'obligation de planter un arbre à des sanctions pénales, mais pour la destruction, les sanctions existent. Une fois de plus, il a parlé de police environnementale. Bonne idée, mais police environnementale relevant de quelle administration? Mais une fois de plus, des collectivités locales. Nous sommes dans un contexte de décentralisation. Donc il faut que nos collectivités soient effectivement dotées de ces outils afin d'assumer cette fonction. Sans quoi, nous allons toujours ressasser les mêmes constats. Je sollicite votre indulgence, juste un petit mot. Un tout petit peu, un tout petit mot parce qu'on n'a pas assez de temps, mais on a encore beaucoup à dire. C'est simplement pour dire que quand on parle de reboisement, on parle de planting chez nous, ça se base sur les essences exotiques. Très peu sur les essences locales. Pourquoi? Mais parce que la connaissance des essences locales, cette connaissance, elle est faible. Donc, la communauté scientifique devait être impliquée davantage pour nous aider à comprendre le fonctionnement, le mode de croissance de ces essences locales pour que désormais, eucalyptus c'est bien, acacia c'est bien, mais aussi on devait voir l'okoumé, le limba, le sapédi et autres dans les opérations de planting, notamment le 6 novembre, la journée dédiée à la plantation des arbres. Merci professeur. Venons-en donc à notre second sujet de notre émission qui concerne donc la participation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la COP 29. La participation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la COP 29, conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, s'est ouverte le 11 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, et se poursuit jusqu'au 22 novembre. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part à cette conférence climatique avec deux initiatives pertinentes qu'il a présentées aux participants à la COP 29. On écoute le président de la République.
Le président Denis Sassou Nguesso dans le pays s'est toujours placé à l'avant-garde du combat contre le réchauffement climatique, a délivré ce 12 novembre à la COP29 un important message axé autour des défis climatiques à relever pour la survie de l'humanité. Après avoir remercié le président Ilham Aliyev pour la bonne tenue de la COP29, le chef de l'État congolais a souligné les efforts consentis par son pays depuis près d'un demi-siècle dans la lutte contre les changements climatiques. Mon pays a en réalité placé les questions liées à la préservation de l'environnement au cœur de sa politique nationale et au centre de son engagement sur la scène internationale. Cette année, au mois de juillet, à Brazzaville, la capitale de mon pays, a abrité la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l'initiative d'un reboisement planétaire général, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Avec le groupe des pays forestiers africains, le Congo, a dit le chef de l'État, participe à l'initiative liée à la justice climatique. Une démarche qui vise à inclure le capital naturel brut des pays dans le calcul du PIB de leurs États. Dans sa prise de parole, le président congolais est revenu sur les enjeux de la COP29. Pour lui, le nouvel objectif de financement climatique doit s'appuyer sur des données scientifiques qui prennent en compte les besoins des pays. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars. Notre souhait le plus ardent est que le montant de ce nouvel objectif soit fixé et défini dans une perspective de justice climatique et de transition juste. Cet objectif doit permettre à nos pays de réduire le fardeau de la dette plutôt que de l'aggraver. L'article 6 de l'accord de Paris sur les marchés carbone et la transition énergétique ont constitué les autres points évoqués par le chef de l'État dans son intervention. Alors, au-delà de la pertinence de son discours, le président de la République pose 2 problèmes majeurs qui méritent l'attention de la communauté internationale. Commençons par la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Cette initiative du président Denis Sassou Nguesso a été endossée par l'Union africaine. Le président de la République l'a rappelé le 6 novembre dernier. Denis Sassou Nguesso estime qu'il s'agit de lier l'intention à l'acte, dans le but notamment de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat. Alors, question sur ce plateau. Comment comprenez-vous l'engagement personnel du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans ce projet afforestation et reboisement, maître? C'est une suite logique de ce que nous avions discuté tout à l'heure. Il faut passer à l'action et en montrant l'exemple, parce que le devoir d'exemplarité est très indispensable. Nous devons montrer au monde entier l'intérêt de planter des arbres, et s'il y a un Congolais qui doit montrer l'exemple, c'est le chef de l'État. Je pense qu'il n'est que dans son devoir de montrer l'exemple au monde entier sur la place de l'arbre dans la vie. Il est dans son devoir, également dans sa passion, puisqu'il est pleinement engagé dans ces questions de l'environnement et des changements climatiques, jusqu'à mettre en place cette initiative mondiale de la décennie mondiale de la forestation et du reboisement, nous l'avions dit, endossé par l'Union africaine. Au niveau de l'ONU, comment l'initiative de Denis Sassou Nguesso sera-t-elle entérinée? N'aura-t-il pas de croc en jambe pour retarder l'aboutissement de cette magnifique idée de Denis Sassou Nguesso, professeur?
On peut le redouter, mais ce serait dommage, puisque la nature nous aide et le chef de l'État saisit, bien sûr, les bienfaits de la nature pour aider la communauté internationale à augmenter la superficie forestière, pour ne pas dire le couvert végétal. Il faut planter, il faut entretenir. Probablement que ceux qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas encore convaincus, ils peuvent imaginer aussi l'existence d'autres initiatives dans ce sens, mais on ne peut pas douter un seul instant le bien fondé de cette initiative. Et de plus en plus, on sait que les forêts naturelles sont agressées. Les superficies sont en baisse. Comment faire pour accroître les superficies forestières, pour augmenter la couverture végétale si on ne plante pas, si on ne protège pas? Donc, au lieu d'imaginer que certaines personnes ou certaines institutions pourraient s'y opposer, au contraire, tout le monde devrait apporter la contribution pour que cette résolution soit appliquée, pour que d'ici là, qu'on ait des superficies effectivement beaucoup plus importantes pour nous permettre de combattre ce fléau lié au changement climatique. Monsieur Ngelele, alors quelle appréciation faites-vous de cette initiative du président de la République et la suite à lui donner au niveau de la communauté internationale? C'est vrai, au départ, il y a eu un peu de contradiction entre la décennie africaine et mondiale d'afforestation et le reboisement et la décennie de la restauration des écosystèmes. Ils ont dit pourquoi 2 décennies des Nations Unies? Mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi je le dis? Nous avons l'initiative du NEPAD sur la restauration des écosystèmes, Affaire 100, où le Congo est devenu membre. Déjà, je remercie le gouvernement d'avoir été plus flexible pour comprendre l'importance. Donc, c'est sur les paysages. La coordonnatrice qui pilote cette décennie est basée à Nairobi, au niveau de UNEP. Au Kenya. Oui. Donc, ces échanges-là commençaient un peu à décourager les gens. Mais lorsqu'on est arrivé à démontrer que ce n'était pas la même chose, et que c'est là où les choses ont commencé à avancer. Donc, afforestation, reboisement, oui, mais comment on appelle, la restauration des écosystèmes dans les landscapes, dans les paysages, ce n'était pas pareil. Et c'est ça qui a failli un peu bloquer. Mais lorsque le ministère en charge de l'économie forestière a bien expliqué, et c'est là où les choses commençaient à aller plus vite. Mais je pense que nous attendons par rapport à cette initiative la résolution. Parce que ça a été endossé déjà par l'Union africaine. Là, on peut dire qu'au niveau de l'Union africaine, le travail est déjà fait. Tout le monde le est dossier convaincu. est maintenant sur la table des Nations Unies. Le point de blocage, c'était avec le truc de la restauration de la décennie. Et lorsqu'ils ont compris, ils ont dit, mais il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu qu'il y aura une résolution que nous attendons et qui va profiter à tout le monde. Cette genèse-là, d'afforestation et reboisement, nous avons le PRONAR, le Programme national d'afforestation et de reboisement. On est dans cette suite logique. Et là, maintenant, ça devient mondial. Je vais vous livrer un secret. J'interviens au niveau de la Grande Muraille Verte, de Dakar à Djibouti. J'étais à la première conférence. Est-ce que vous savez qu'on a donné le leadership au Congo à travers l'Institut de recherche forestière, l'IREF? Il y a eu la CEAC et ils ont demandé à la CEAC. Et la CEAC a présenté notre institut de recherche forestière. Donc la recherche scientifique du Congo est portée au niveau africain. Donc dans la Grande Muraille Verte, c'est le Congo, c'est notre institut de recherche forestière. Nous ne devons pas rater cette opportunité et nous devons pousser afin d'encourager. Donc c'est une décennie, il y aura un prix d'Amar. C'est pour encourager. Vous voyez le niveau que nous sommes aujourd'hui. Donc les Congolais, nous devons nous approprier. C'est une fierté que l'initiative est partie d'ici. C'est quelque chose de sérieux parce qu'on a eu cette conférence, la CIAR qui s'est passée. Mais on va arriver à un salon. Un salon sur l'économie d'afforestation et de reboisement. Vous n'allez pas oublier qu'il y a des entreprises qui sont venues. Mais nous avons une société nationale ici. Ecozamba. Ecozamba est portée par la Société nationale des pétroles du Congo. Mais justement, une entreprise publique, c'est une première au niveau de l'Afrique dans cette initiative. Donc nous devons nous approprier de ça
et pousser pour ne pas nous être surpris demain. Mais il y a plus d'entreprises privées, comme les Bakassi et ainsi de suite. Ça, c'est des sociétés privées. Je vous en prie, on est très fiers de ça. On est non seulement fiers, mais on est jaloux de ça. Concernant ces projets dont vous avez évoqué, où est-ce qu'on en est avec ces projets? On en parle? Est-ce que ça avance quand même normalement? Si. Certains ont commencé à avoir un peu des petits problèmes du point de vue le consentement libre et informé préalable, mais par rapport à la société publique, ça avance. Ça avance, si vous avez bien suivi. Et on rappelle que c'est sur 50 000 hectares, si je ne me trompe pas. On a fait les déplacements, on a vu. Mais comme on dit, étape par étape. Et je pense que la rencontre de chefs de l'État dans le 5-15, où des pays africains se sont engagés sur cet aspect-là, ça a été projeté. Nous demandons à la presse de s'approprier, de vulgariser à travers les images. Parce que lorsqu'on était pendant la CIAR, on a vu dans les débats des pays, les gens, dès qu'ils ont vu le chef de l'État, il était encore en tenue militaire. Et là, l'image que j'ai vue hier, il y avait le feu président Thomas Sankara. Donc ça remonte des années. Donc il faut toujours, avec les générations actuelles qui ne comprennent pas, ces images-là, on doit projeter ça un peu partout pour sensibiliser. Vous savez, on sensibilise mieux à travers des images. À travers des images. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette initiative. Je vous dis que c'est loin. Maître Pongui? Au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a un faisceau d'indices qui nous permettent de croire que la résolution devrait être adoptée par les membres de cette Assemblée générale, donc les États membres des Nations Unies. Déjà, il n'y a pas de confusion à faire entre la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, donc qui va de 2021 jusqu'à 2030, et avec celle que prône le Congo. 2030, c'est pour bientôt, dans 6 ans, donc ça veut dire qu'il ne faut pas laisser de vide. Et ici, nous sommes sur une matière spécifique. Ce sont des écosystèmes, certes, mais des écosystèmes bien précis. Nous sommes dans le cadre de la forestation et le reboisement. Et deuxième chose, nous avons des amis au sein de cette Assemblée générale. Si déjà l'Union africaine, nous sommes entendus, ça veut dire qu'aux Nations unies, nous serons aussi entendus. Surtout que, pour terminer, cette résolution n'a pas une portée juridique contraignante. C'est un petit pas qui peut, à l'avenir, nous amener vers un accord mondial sur les forêts, parce que ça manque encore dans le giron des accords mondiaux en matière environnementale. Donc, ça devrait aller. Nous sommes jaloux, c'est vrai, de cette initiative, mais nous devons continuer à montrer l'exemple, parce que c'est bien de se porter champion d'initiative, mais il faut continuer à montrer l'exemple au niveau national, parce que le devoir d'exemplarité est très important. Montrer l'exemple en encourageant des initiatives comme celle qui venait d'être mise en œuvre le 6 novembre passé, avec des objectifs chiffrés en termes de planting, et aussi demain en termes de suivi et pourquoi pas d'évaluation de cette économie que nous voulons de l'afforestation et du reboisement. Alors, une autre initiative portée par le Congo, exprimée à la COP 29 par le président de la République et qui sera également soumise à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que le président Denis Sassou Nguesso a appelé initiative de justice climatique dont l'objectif est d'inclure le capital naturel brut des pays dans le calcul du PIB de leur État? Professeur, quelles sont les chances d'aboutissement de ce projet porté par le président de la République? Encore une initiative non seulement forte, mais très importante pour des pays comme les nôtres. Nous sommes fiers d'être dotés par la nature des richesses. La question, qu'est-ce que ça représente finalement? Il faut évaluer. Quel est le potentiel que cela représente? Nous avons les forêts, on parle de biodiversité, mais en même temps, on a l'impression de croupir sous l'effet des fléaux environnementaux, comme on l'évoquait tout à l'heure. Pendant longtemps, on a entendu parler de contreparties qui n'arrivent pas. On traîne les pieds, mais la justice climatique, c'est aussi comptabiliser non seulement ce que la nature a mis à nos dispositions, mais aussi les efforts de la conservation de ces richesses naturelles qui vont avoir un rôle qui n'a pas de limite géographique. On va parler de services écosystémiques rendus par les forêts du bassin du Congo
Mais le tout ne s'arrêtera pas seulement dans la sphère géographique des forêts du bassin du Congo. Ça ira bien au-delà. Donc, au contraire, il faut de plus en plus que l'on travaille dans ce sens pour mieux valoriser nos ressources naturelles. Et j'allais dire, à ce niveau, la communauté scientifique est une fois de plus interpellée. On va parler au nom des crédits carbone. Mais que représentent les forêts du Congo en termes de crédit carbone? Il faut travailler là-dessus. Les arbres non coupés, les arbres qui sont sur pied, ont une valeur économique. C'est combien? La biodiversité qui est conservée, qui est protégée pendant une certaine période, aussi valeur écologique, mais on ne peut pas oublier la valeur économique. Donc je pense que la justice climatique, comme on l'a dit, c'est précieux. On devait aller dans ce sens et nous osons croire que la communauté internationale soutiendra cette initiative et la fera aboutir. Maître Pongui, la justice climatique, alors quelles sont les chances de son aboutissement au niveau de la communauté internationale? Alors, c'est une initiative louable, c'est vrai, mais le Congo qui porte cette initiative doit se l'approprier. Parce que dans toute initiative, il faut se dire qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que le Congo gagne? Quelles sont les implications nationales? Qu'est-ce que le secteur privé gagne dans cette initiative? C'est une initiative qui vient remettre la nature au centre de la décision économique. Et cela nous rappelle le débat sur l'économie verte. Parce que le produit intérieur brut, c'est la somme de la richesse produite par la population d'un pays. Et on voudrait aujourd'hui, effectivement, ajouter aux indicateurs de calcul du PIB le capital naturel. Et pour cela, le Congo doit montrer l'exemple. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que nous voulons aller vers l'intégration de la nature dans le calcul du PIB, mais il faut comprendre les implications qu'il y a derrière. Parce que cela aussi nous engage auprès des autres partenaires. Notre crédibilité est engagée parce que nous serons interpellés pour savoir si nous montrons l'exemple, comment on intègre notre capital naturel dans les décisions économiques. Nous sommes riches, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, la richesse du Congo est calculée sur la base des indicateurs qui ne font pas partie du capital naturel. Je ne parle pas ici du pétrole, je ne parle pas ici des ressources minières, mais je parle ici de la biodiversité, je parle ici des sols, je parle de l'air, ainsi de suite. Donc, c'est important que les Congolais s'approprient cette initiative, la comprennent, parce que pour qu'elle soit adoptée par la communauté internationale, cela demande un long processus de maturation. Et il faut des réflexions, des remises en cause, des ajustements. Et tous ces ministères, tous les acteurs doivent s'asseoir. Le président n'a fait que lancer l'initiative, mais il faut que tous les concepteurs reviennent et partagent davantage cette initiative pour que tout le monde la comprenne et tout le monde la défende là où il se trouve. Monsieur Nguilengile, une très belle initiative, n'est-ce pas? Encore une fois, une chance pour le Congo. Chance, oui, opportunité en termes de business. Avec votre autorisation, je ne voulais pas passer outre sur ce que nous avons lancé sur la forestation. À côté des arbres, par exemple les acacias, les arbres à croissance rapide, la faune va revenir. On va fabriquer le miel. C'est toute une industrie qui va s'installer. Il faut que nous comprenions cela. L'agroforesterie, où on met le manioc, vous savez qu'avec le manioc, on peut fabriquer l'amidon, ainsi de suite. L'amidon dans nos services au niveau de nettoyage. Donc c'est toute une industrie à côté de ce qui va se passer. Il ne faut pas que les gens voient seulement des arbres. Et aujourd'hui, nous parlons de l'agroécologie. L'agriculture qui respecte la gestion durable de l'environnement. Donc nous avons les textes, la nouvelle loi sur le code forestier, la gestion durable de l'environnement. Et puis, en partant de là, je reviens sur ce que vous dites. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait justice climatique. Nous avons l'atténuation, nous avons l'adaptation. Nous retrouvons notre justice climatique dans l'adaptation. Nous avons ce que nous connaissons, le principe pollueur-payeur. Ça existe, ce n'est pas que le Congo qui a inventé. Donc le président, ce qu'ils ont réclamé au niveau du C15, de 15 pays en Afrique, c'est tout à fait normal. Et on doit encourager
Le problème que nous avons, c'est ça. C'est cette justice-là. Nous devons encourager ceux qui font les efforts et ceux qui ne font pas les efforts. Mais ceux qui font les efforts, comment les encourager? C'est une opportunité pour tous ceux qui font les efforts. C'est une manière de les encourager. Donc je pense que c'est une initiative que nous devons soutenir, puisque même au niveau continental, il y a des réseaux, l'Alliance panafricaine de la justice climatique qui existe, et nous réclamons depuis longtemps. Mais dans les anciens COP, il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, ils comprennent. Ils comprennent l'importance. Comment vous pouvez être à côté de deux personnes, celui qui fait l'effort et celui qui ne fait pas les efforts? Alors, c'est naturel, c'est un réflexe naturel qu'il est en train d'engager et d'encourager. Même ceux qui veulent faire semblant, ils savent que ça se passe comme ça. En pareille circonstance, professeur, quelle serait alors la démarche diplomatique appropriée pour faire aboutir ce projet lorsqu'on sait que les climato-sceptiques font toujours entendre leur voix? On est dans le domaine diplomatique. Il y a quelques années, la sous-région, par exemple, était structurée avant d'aller à la COP. Il y avait des commissions spécifiques au nom de la Comifac qui commençaient à réfléchir. Et vous allez du bas niveau déjà pour mettre ensemble vos idées au niveau sous-régional, au niveau régional, puis finalement, vous vous adressez à ceux qui portent à peu près la même attention, qui vous écoutent avec intérêt pour constituer un front et aller à la COP pour présenter votre initiative. Donc je pense que aujourd'hui, le chef de l'État a lancé une initiative. Il faut la solidarité. Il faut que l'on comprenne que c'est important de se faire valoir nos potentiels naturels qui rendent des services et des services énormes. On ne devrait pas ne faire attention qu'à ceux qui dégradent le milieu pour les aider à pouvoir compenser. Les bons élèves aussi ont le droit de mériter le bonus. Et visiblement aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc le chef de l'État, en lançant cette initiative, je pense que au nom de la justice climatique, tout le monde devrait pouvoir le comprendre. Et je termine en disant qu'au nom de quelques compensations que l'on pourrait imaginer, on voit à travers les crédits carbone des sociétés qui sont conscientes que de par leurs activités, il y a des effets négatifs sur le plan environnemental qui se tournent vers la forestation, vers le reboisement pour pouvoir atténuer ces effets qui pouvaient être critiqués et à terme, on pourrait brandir la notion de crédit carbone. Donc c'est quelque chose de précieux pour nous. Justement, professeur, les pays du monde ont adopté lundi 11 novembre, au premier jour de la COP29, des règles nouvelles de l'ONU pour le marché des crédits carbone. Cet accord est considéré comme une étape importante pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a salué cet accord et l'a qualifié d'un pas encourageant. Alors que peut-on retenir de cet accord et de sa mise en œuvre, Maître Pangui? Alors, c'est un pas encourageant, oui, effectivement. Nous attendions ces règles depuis 2 ans. Les 2 dernières COP n'ont pas permis de les mettre en place, même si elles créent la polémique, parce qu'on n'est pas revenu longtemps sur la façon dont cet accord a été obtenu. Mais ça reste un deal qui doit être amélioré. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Je dis toujours que devant tout deal, devant tout accord, qu'est-ce que mon pays gagne? Qu'est-ce que le Congo gagne de cet accord? Et en partant des circonstances nationales, il y a un peu d'espoir, oui, mais un peu de pessimisme aussi, parce que les autres mécanismes de crédit carbone n'ont pas encore porté leurs fruits. Tout à l'heure, vous posiez la question sur le cas des projets en cours. Une étude qui venait d'être publiée à 2 jours de la COP, une étude faite par des Congolais, un panel d'experts dirigé par M. Georges Claver-Bouzanga. Cette étude a fait un bilan des projets de crédit carbone du Congo depuis 2008 jusqu'au 31 octobre 2024. Donc 21 projets recensés, il n'y a qu'un seul, disons, sur les 21 projets qui est parti à la caisse, donc qui a obtenu des paiements. Les autres
sont encore bloqués pour diverses raisons. Si déjà avec ces projets, qui sont d'ailleurs très complexes à mettre en œuvre, nous pouvons nous poser les mêmes questions pour ce mécanisme de l'accord de Paris, précisément l'article 6.4, qui met au cœur le secteur productif, donc les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Ces règles sont très complexes. Il faudra se les approprier. Il y en a deux essentiellement. Il y a les méthodologies et la question du risque des inversions. Il y en a deux normes qui venaient d'être adoptées. C'est près de 29 pages. Donc, il y a une norme qui a 17 pages et une autre qui a 12 pages. Il faut qu'au retour de la COP, que le secteur productif s'asseye avec le gouvernement, regarde, étudie, décrypte ces règles, ces standards qui vont encadrer ce marché de crédit carbone qui a la spécificité d'être sous la surveillance des Nations Unies, contrairement aux marchés volontaires et autres qui sont en cours actuellement. Donc, c'est beaucoup d'optimisme, c'est vraiment avec un peu de prudence, en attendant de voir comment le Congo peut tirer profit de ce mécanisme onusien du marché des crédits carbone. Et je pense que, je vais terminer peut-être par là en disant que je ne veux pas décevoir les partisans de l'approche marché, mais je voudrais ici attirer notre attention pour dire que par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, les 21 projets qui sont en cours depuis 2008 jusqu'à ce jour, qui n'ont presque rien donné en termes de paiement, je voudrais dire qu'il n'y a pas que le marché, mais il y a aussi les approches non marché qui sont prévues à l'article 6 ou 8 de l'accord de Paris. Et je crois que le Congo a intérêt aussi à aller dans ce sens, mais aussi et surtout, et je crois que beaucoup d'observateurs l'ont dit, ceux qui ont déploré cet accord de Bakou, en disant que ne confondons pas les marchés de crédit carbone avec le financement climatique. C'est deux choses. Rien à voir. Rien à voir. Même si la présidence de la COP promet que ce marché, sous l'égide de l'ONU, a un potentiel de 250 milliards de dollars, mais vous savez que l'Afrique ne tire que de 3% pour le financement classique. L'Afrique ne tire que 3% des financements mis à disposition des États en développement. Et il reste à savoir combien nous tirerons de ces 250 milliards dans le cadre de la mise en œuvre de notre contribution déterminée au niveau national. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup de réflexions à faire afin que nous ne soyons pas dans la distraction. Exactement. Il y a un pas qui est fait, mais il y a encore beaucoup à faire, hein, M. Nguélé. Comment s'explique cette résistance de ces pays dits pollueurs? J'ai compris un peu votre inquiétude pour les septos climatiques. Ok. J'aimerais vous dire que l'économie a un mot à dire, le dernier mot revient à la nature. On est dans un monde du business. Les COP, les rencontres, c'est du business. Je vais d'abord dire que nous devons renforcer le partenariat public-privé. Nous devons mettre notre privé au cœur. Parce que le gouvernement a le rôle de faciliter. Le secteur privé crée la richesse. La société civile fait le plaidoyer. Nous vivons des catastrophes ici. Mais on voit les pays nantis qui se disent autres, deviennent faibles devant des inondations, beaucoup de choses que nous voyons. Donc on est dans un même bateau. C'est peut-être par des intérêts économiques que ceux qui se disent les pollueurs essaient un peu de résister, mais au fond, ils comprennent. C'est une réalité. L'économie a un mot à dire, le dernier mot revient à la nature, madame. La nature ne donne pas les préavis. Peut nous ravir la vie. Nous devons le comprendre. Donc ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est tout à fait fondé. Nous partons de la COP 28 de Dubaï. Première décision, des pertes et dommages. Tout le monde applaudit. Nous voici. Je me souviens, le 2 décembre, où tout le monde a acclamé, mais nous n'allons pas oublier à côté du climat, c'est ça le mot, maître qui est en train de nous entraîner chaque jour. Mais la santé est où? Il y a tout un programme sur santé-climat. C'est des opportunités. Là, je clique au niveau du secteur privé. Mais on est fragile vis-à-vis de la santé. Quand le climat nous menace,
Donc, ce qu'ils disent, sous le volet des crédits marchés de carbone et autres, oui. Le choix du Congo est sur quoi? Il a fait le bilan de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Les gens réclament. Nous avons les marchés volontaires. Mais je pense que le Congo, dans sa vision, j'entends les discours de nos autorités, les gens penchent sur le marché souverain. Parce qu'ils disent que l'autre, c'est le marché du dupe. Donc aujourd'hui, c'est l'esprit d'évaluation qui nous manque. L'évaluation n'est pas un procès, c'est un outil puissant de prise de décision. On doit suivre les engagements. Voyons un peu de promesses. Les gens sont fatigués avec les promesses, s'il vous plaît. Nous devons évaluer ces promesses. De 2009, de Cancun, on est parti jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne doit pas continuer à nous nourrir de promesses. Nous devons faire attention. Il y a d'autres alternatives pour que nous puissions sortir de ce tandem-là. Nous avons des terres, nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est comme je dis, c'est du business là-bas. Ok. Si je fais ça du côté économique, qu'est-ce que ça va me donner? Mais je reviens toujours sur cette justice climatique que nous devons nous approprier, nous devons bénéficier. Pays, pollueurs, ceci, cela, mais ils savent, on est dans une même planète et les conséquences, nous le savons. Pourquoi on nous parle de réfugiés climatiques? La nature vous chasse sans préavis, nous devons faire attention. Je m'arrête là. Alors, professeur, quelles sont les chances d'aboutissement des engagements de Bakou lorsqu'on sait que la plupart des pays n'ont pas été représentés au plus haut niveau? Un peu le déplorer. On aurait souhaité qu'au cours de cette conférence, les grands ténors soient présents, mais on ne peut pas non plus ni les forcer, ni s'arrêter simplement à constater leur absence. Tout le monde est impliqué. Quand on suit les médias, il est dit que même si les ténors n'ont pas été présents, mais leurs pays ou leurs institutions ont été représentés. Donc on va croire que les décisions, les recommandations qui sortiront de cette conférence devront engager tout le monde. Après, on en revient toujours à la même chose. Il faut négocier pendant la COP et après la COP. Pendant la COP, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en réalité, le tout ne s'arrête pas qu'à la COP. Au-delà de la COP, il y a des contacts nécessaires et qui peuvent même permettre de dénouer certains aspects qui sont restés bloqués. Et je vais terminer en disant qu'on ne se fasse pas trop d'illusions. La lutte contre les changements climatiques a un coût économique. Dernière question peut-être, hein. Je vais commencer par vous mettre, est-ce qu'il n'y a rien à craindre avec le retour aux affaires de Donald Trump lorsqu'on connaît bien ses positions face aux engagements des COP? Oui. Et puis la part importante des Nations Unies dans ces engagements. Oui, c'est normal. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque M. Trump est arrivé aux affaires, nous nous sommes posé la même question. Mais après, les choses ont bougé parce que, oui, c'est symbolique. Quand un pays sort d'un accord, c'est plusieurs engagements qui tombent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres acteurs, notamment le secteur privé, même si cette fois-ci la donne a changé. Contrairement à 2016, le secteur privé américain était réticent à l'époque à soutenir le président Trump, mais aujourd'hui, les grands majors sont presque derrière lui et on peut craindre que la contribution de ces acteurs-là entraîne effectivement... notamment ceux des États-Unis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des engagements que les États-Unis ont pris dans le cadre des initiatives, notamment l'initiative CARPE, avec l'Agence américaine de développement international. On pourrait toujours espérer avoir des canaux de financement à ce niveau-là. Mais avec Trump ou pas, il y a un coût économique et chaque État essaie de défendre ses intérêts. Les États-Unis défendent les leurs. Dans cette bataille, c'est à nous aussi d'affiner nos stratégies pour voir comment on peut effectivement gagner quelque chose. Tout à l'heure, je parlais des mesures autres que les mesures liées au marché carbone. Il y a des approches alternatives, notamment la taxation des vols internationaux, ainsi de suite. Ce sont ces voies-là
et qui peuvent nous amener vers un financement réel. Parce qu'effectivement, on doit cesser d'être dans les illusions en espérant des choses qui n'arrivent pas. Parce que dans un marché de crédit carbone, il y a un acheteur, il y a un vendeur, et c'est celui qui achète qui est capricieux, et c'est lui qui dicte parfois les règles. Et c'est même l'une des raisons qui fait que de nombreux de nos projets de crédit carbone au Congo traînent les pas. Parce que ceux qui veulent acheter proposent des prix très bas et qui n'intéressent pas nos États, malheureusement. Et même pour les rapports d'État-État, c'est la même chose. Donc je pense qu'il ne faut pas totalement être désemparé, il ne faut pas se résigner, même si le président Trump a annoncé qu'il pourrait retirer les États-Unis de l'accord de Paris et même aller au-delà, c'est-à-dire de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il ne faut pas se baisser les bras, il faut continuer, c'est ça. Après 4 ans, on aura un autre président peut-être américain qui reviendra comme on le verra. Donc c'est ça la dynamique de la diplomatie internationale, la diplomatie climatique. Exactement. Monsieur Ngelele, un petit mot là-dessus et ce sera également votre conclusion. Oui, madame, il n'y a pas la crainte. Les États sont souverains. On respecte la souveraineté des uns et des autres, mais n'oublions pas que nous sommes dans une maison, une même maison, qui s'appelle la planète Terre. On a besoin des uns des autres. Les alternatives, moi je peux dire, mais nous avons les 3 bassins. S'il y a eu des sommets ici, ainsi de suite. Tout ça là, ça nous amène quelque part. Dieu ne s'est pas trompé pour laisser les 3 poumons mondiaux dans ces pays-là où peut-être les autres ne peuvent pas penser. Donc nous avons un élément que nous avons dans les mains, c'est les 3 bassins. On peut trouver des solutions, telles qu'ils ont dit le volet économique. Donc, ça, c'est des choses que... Hier, il pouvait avoir la panique. Aujourd'hui, on n'a pas la panique parce qu'on sait qu'on parle bien de la diversification de l'économie, mais nous avons la diversification des partenaires aussi. Il faut que les gens comprennent. Et au fur et à mesure qu'on avance... Parce que chaque État est souverain, oui, donc, libre de choisir ses partenaires. Mais justement, on ne va pas se mettre devant les caprices des uns des autres, mais non, parce que ça dépend de la survie des populations. Il y a le côté économique. Donc on ne doit pas avoir peur de ça. On respecte les décisions des uns des autres, rentrer, ne pas rentrer, ainsi de suite. Mais il y a un sage qui nous disait que si l'homme arrive à se déplacer, c'est parce que ces 2 pieds sont en contradiction, mais qu'ils vivent en harmonie. Donc, pas de peur, on avance. Voilà mon mot. Pas de peur, on avance. Merci beaucoup. Votre conclusion, professeur. Pour la question que vous avez posée tout à l'heure, le président Trump le dit clairement, America First. Tout le monde l'entend. Il faut se positionner par rapport à cela. Et on devrait solliciter et même organiser la solidarité des pays en développement. La tenue du sommet sur les 3 bassins, ce sont des occasions, ce sont des opportunités pour travailler ensemble, regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer. Donc il y a pas mal d'initiatives qu'on peut développer, des stratégies à mettre en place face au contexte qui peut devenir de plus en plus difficile. Mais il ne serait pas raisonnable que nous entretenions des sentiments de pessimisme. Non. Il est aussi connu que, malheureusement, quelle que soit sa position, j'emprunte l'expression de M. Alsen Ngelele, la nature est là de temps en temps pour nous ramener à la raison. Donc il est plutôt bon de travailler la main dans la main, quelle que soit la région, quelle que soit la sous-région, la planète, c'est une. Il n'y en a pas 2. Il faut la protéger, il faut la sauvegarder et il est important que chacun apporte sa contribution à quelque niveau que ce soit. Merci, professeur. Voilà donc qui met un terme à ce numéro de l'heure de vérité consacré à 2 sujets environnementaux de grande importance, la journée nationale de l'arbre et la COP 29 dont Bakou abrite depuis le 11 novembre 2024 avec la participation du président de la République Denis Sassou Nguesso, une participation marquée par la présentation de ces 2 pertinentes initiatives, à savoir la prise en compte du capital naturel brut des États dans le calcul de leur PIB
et la décennie mondiale de la forestation et du reboisement endossée par l'Union africaine et dont la première conférence internationale a eu lieu en juillet dernier à Brazzaville, mobilisant les participants venus des 4 coins de la planète. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci, chers invités, de votre participation et vos contributions très importantes. Merci à la supervision du directeur général de la télévision nationale, André Andélé. Merci à toutes les équipes derrière les caméras et en régie. À très bientôt sur nos antennes. Bonsoir. Bonsoir.